On va commencer notre section dépistage. Wilson, qui est président et directeur ou directeur? Comme moi, on fait tout. De l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Et il va nous parler du dépistage de porteurs et des nouveaux-nés. Et moi, je veux toujours souligner là, que les trois personnes qui vont présenter... Julie, je ne l'ai pas vue, Julie? OK. Dans les prochains... Donc, c'est des gens qui se sont battus pour leur dépistage. Hein? C'est pas le gouvernement qui a vu que, bon, il faudrait faire ça, hein? Mais c'est des associations qui se sont battues des années pour qu'on ait ces services-là, qui vont vous décrire. Merci. Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme Mme Guel a dit, je suis Wilson Sanon, président fondateur de cette association depuis presque quelques années. C'est bien le truc de... Ah, oui, c'est la flèche ici, puis ça c'est un laser, si vous avez besoin. Voilà. Donc, l'anémie falciforme, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un gros problème de santé. Et comme vous le voyez, donc, les globules rouges s'autodétruisent tout rapidement. Et puis, il y a la déformation aussi des globules rouges. Donc, on n'a pas assez de globules rouges, on est à risque élevé d'infections de toutes sortes. Et puis, l'autre phénomène, c'est la déformation des globules rouges. Quand ça arrive, cette déformation, ça bloque dans les petits vaisseaux et ça provoque une douleur atroce. Donc, comme on dirait, aïe aïe, ça fait mal. Donc, voilà ce phénomène et ça amène une sorte de complications, pneumonie, la jaunisse, envolez-vous, en voilà. Donc, une panoplie de complications que ça amène chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Donc, vous voyez, une forme de beigne, c'est la globule rouge et la déformation. Donc, voilà. Donc, j'ai mon piment, c'est notre symbole. J'en reviens là-dessus. Vous voyez, l'autre, la déformation. Je me suis dit, donc, alors, j'ai été dans un marché $, et j'ai vu ça, je l'ai pris, et je le garde précieusement pour démontrer que la déformation, et ça ne change pas de couleur. Étant donné que c'est une maladie qui touche en grande majorité les gens de race noire, et ces gens-là mangent épicé, et pourquoi pas. Voilà. Et c'est fort. Les enfants disent souvent, ça brûle, ça fait mal, ça brûle, ça fait mal. Donc voilà, c'est notre symbole qui est assez puissant. Donc les globules rouges passent sans problème, et la déformation là-bas, vous voyez, donc c'est comme si on est sur l'autoroute 40, les autos vont à vive allure, arrive à la Décarie, il y a toujours un blocus. Donc, ça ne passe pas, ça jamme. Et quand j'ai dit tantôt ça jamme, aïe, ça fait mal, c'est exactement comme ça. Donc, vous voyez, quand on est parent, les deux parents sont porteurs, la possibilité de se retrouver avec un enfant malade, c'est très élevé. Donc, c'est où Dr Malasson parlait ce matin de maladies rares. Moi, de mon côté, j'ai souvent un petit peu de la misère à accepter que cette maladie est une maladie rare. Elle est trop présente. Un enfant souffrant d'anémie falciforme va facilement manquer 50 jours dans le calendrier scolaire parce qu'il est souvent malade, souvent à l'hôpital. Donc, des fois, on les considère comme des paresseux, ceux qui veulent se sauver d'un examen, des difficultés énormes. Voilà, généralement, les premiers symptômes, les mains enflées, les pieds enflés, voilà. Et ce qu'on trouve, voilà. Les yeux jaunes, des fois, à l'école, les camarades, vous voyez, ils sont sans pitié, ils les appellent le petit nègre aux yeux jaunes, là. Donc, à l'école aussi, ils sont pointés du doigt, ils sont tous sortes de noms. C'est un peu difficile. Et des fois, les profs ne sont même pas au courant de la maladie. Vous voyez, ça laisse des ulcères aux gens, en vieillissant. Une érection involontaire, et puis souvent les infirmières disent « Ah, bah, c'est normal, tu paies les conséquences de tes inconséquences. » Pense que c'est du Viagra et qui amène ça, et pourtant, ce n'est pas du tout ça, c'est des complications. ACV, 10%, vous voyez le nombre, est très élevé, et ça continue en vieillissant. Donc, il y a 60% de chances s'il n'y a pas que ça se répète.
Donc, qui sont affectés, bon, je l'ai mentionné au tout début, les gens de race noire, on le retrouve, c'est un peu maladie très tentaculaire, comme je mentionnais un peu plus bas. Donc, l'association existe depuis quelques années. Voici notre numéro de charité comme titre de reconnaissance. Donc, en 2002, on a déposé notre première demande auprès du gouvernement pour le programme de dépistage néonatal. Après quelques années de bataille, en 2010, parce que le ministère a demandé à l'INSPQ de donner un avis. 2010, ben non, ce n'est pas nécessaire de mettre en place un programme de dépistage parce que les Québécois, les médecins, ils s'y connaissent assez bien pour prendre soin de ça. Et quand il va arriver un cas, on va s'organiser et puis ce n'est pas de la mer à boire. Comme elle a dit tantôt, moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème, Dieu merci, je peux me battre. Et quand on m'a informé de la vie, j'ai pris mes courages à deux mains et continué à faire mon travail de représentation au niveau de l'opposition, médias, par-ci, par-là. Et on a continué. 2 ans plus tard, la décision a été renversée. Lors d'une autre soirée, Dr Bolduc est arrivé et puis, sans nous aviser, il dit voilà, nous a parlé et nous a annoncé qu'il va mettre en place ce programme malgré l'avis scientifique de l'INSPQ. Mais ce n'était pas de tout repos. Oui, il l'a annoncé, mais la machine ne fonctionne pas là. Donc il faut travailler avec la machine aussi. Le politique a parlé, mais les fonctionnaires, c'est autre chose. Et on a recommencé à travailler pour faire avancer ça. Et en 2013, on l'a mis en place, seulement Laval-Montréal. Pendant cette époque-là, les gens de Longueuil ne font pas partie de la décision-là. Alors, c'était encore une autre bataille. Et un peu plus tard, en avril, finalement, on l'a eu, yes! Et c'est comme ça qu'on a mis en place le programme de dépistage à travers le Québec. Et un enfant qui est né au Chibougamau, c'est pas moi, n'importe où au Québec. Donc, il est sujet d'être dépisté par cette maladie-là. Donc, voilà. Donc, qui est pour moi une grande victoire. Et puis, pour tous ceux qui sont à risque de cette maladie-là. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. Parce que il faut faire avancer le programme, la prise en charge. L'INSPQ pensait qu'en fait, on en trouve 1 ou 2 cas qu'on allait trouver. Vous voyez le nombre? Seulement quand on a commencé en novembre 2013 à octobre 2015. Le Parti bleu, on a trouvé 35 cas SS. Donc, ça valait la peine. SS, ça veut dire les gens qui sont grandement touchés par la maladie. Donc, le SC, vous voyez ici, le SC, c'est des gens qui ont déjà une maladie. Mais ici, SS, c'est l'anémie falciforme. Et il y a d'autres cas qui sont, vous voyez, S-bêta-tal. Donc, c'est important de mettre en place un tel programme. Mais il y a un problème parce qu'en 2013, on l'a mis en place, mais les enfants qui sont nés avant 2013, qu'est-ce qu'on en fait? Les nouveaux arrivants qui arrivent à tous les jours. Donc, ces gens-là n'étaient pas dépistés. L'association a pris en fait une entente avec une polyclinique dans l'Est de Montréal. Et depuis janvier 2015, on dirige ces gens-là, ceux qui veulent avoir, surtout ceux qui n'ont pas de médecin de famille, parce qu'on fait beaucoup de travail de publicité pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Donc, ça aide beaucoup. Dans ce cas, ça se situe dans l'Est de Montréal. L'autre bataille qu'on mène auprès du gouvernement, c'est la divulgation des statuts de porteur. Parce qu'on a besoin d'éduquer les familles. Si ton enfant a le trait, donc alors, cet enfant-là a besoin de savoir s'il est porteur pour ne se pas retrouver un peu plus tard avec quelqu'un d'autre qui a la maladie. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal qu'il faut avertir le parent. Et prise en charge par une clinique, par une équipe multidisciplinaire qui est complètement absente dans les centres où on traite les patients avec l'anémie falciforme, qui est très important pour nous, surtout en termes de soutien social. Notre association, les activités, nos camps d'été, qui étaient bien. Et puis, bon, l'image n'apparaît pas ici.
Voilà, donc alors, on fait toujours les conférences. Bizarrement, la semaine dernière, on était ici. Donc alors, c'était notre 7e symposium scientifique sur l'anémie falciforme. On a mis en place un programme de massothérapie pour les parents. Donc, ils ont besoin, si. Et ça continue, vous voyez, ils vivent beaucoup de difficultés, on les poupoune. Alors, ils ont besoin de ça. Ici. Là. Et pour les enfants, depuis quelques années, on a mis en place un programme de massothérapie pour les enfants hospitalisés et en visite à la clinique dans les centres hospitaliers. Donc, ça existe à Sainte-Justine, Montréal pour enfants et Maisonneuve-Bosemont également. On a 3 massothérapeutes qui font ce travail là-bas. Nos collègues de sang sont très animés, comme à la manière vous avez l'habitude de le voir, parce que ces enfants-là ont souvent besoin de transfusion sanguine. Et c'est très important d'avoir un sang compatible. Donc, on fait beaucoup de travail d'éducation auprès des gens de la communauté pour donner du sang, parce que c'est un besoin criant, parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est la transfusion sanguine ou bien hydroxyurée. Voilà, donc on est un très bon collaborateur d'EMA Québec. Et on fait des soirées pour au moins financer ça aussi. Annuellement, on a toujours notre assemblée. On en profite pour organiser une fête de Noël. Et le bon vieux Père Noël est toujours là pour donner des cadeaux. Et puis, le prochain, c'est le 17 décembre prochain. Il y a 5 ans de ça, j'ai décidé de commencer de courir, tout simplement pour ramasser des fonds pour aider la cause. Mon dernier marathon à Ottawa. Pourquoi je m'implique? En fait, c'est la mort de mon garçon. En fait, j'ai eu 2 enfants avec l'anémie falciforme. Il est mort suite à une septicémie à Sainte-Justine. Et puis, j'avais de la difficulté moi-même à avoir une description de la maladie sur un format papier. Donc, alors, et dans le temps, l'Internet n'existait pas. Donc, je me suis dit, en étant moi-même victime, si je peux être utile aux autres parents, et voilà. Ma fille aussi, cadette, était atteinte d'anémie falciforme. J'avais 2 enfants avec anémie falciforme. Il m'était souvent arrivé dans le passé, avoir les 2 enfants, une chaise dans plein milieu, mais des enfants à Sainte-Justine. Bon, je disais toujours à la blague, j'étais tellement connu à l'hôpital, on pensait que j'étais un employé de là-bas, parce que j'étais toujours là-bas. Et heureusement, sa petite sœur qui était compatible à elle, elle était la 2e personne à être greffée au Québec, une greffe de moelle osseuse. Et cette année, il y a 2 mois de ça, elle était ici, guérie de la maladie. Elle a eu une maîtrise en pharmacoépidémiologie. Donc alors, sa vie a changé complètement. Et comme la dame qui a dit tantôt, c'est la vie des parents qui change également en même temps. Et bien maintenant, j'attends ça. Et pourquoi pas? Et pour être tout à fait normal. Et voilà, notre bureau se trouve sur Saint-Denis. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Je vais juste... toi, tu baignes là-dedans, fait que tu comprends. Et juste pour des personnes qui comprendraient peut-être, je veux vraiment qu'on clarifie, tu sais, les dépistages. Fait que pour lequel tu t'es battu au niveau du gouvernement, c'est le dépistage des nouveau-nés. Donc, c'est tous les bébés maintenant au Québec qui naissent. On va parler d'autres maladies tantôt, sont dépistés pour l'anémie falciforme. Mais certains bébés, en fait, ils n'ont pas la maladie, mais ils sont porteurs. Puis c'est ça que le gouvernement a décidé qu'il ne dévoilait pas aux parents qu'un bébé est porteur, le statut de porteur. Mais puis ça veut dire qu'un des parents est porteur, évidemment, ou 2. Un ou 2. En fait, ouais. Et donc, après, ce qui se fait dans la clinique, là, c'est du dépistage de porteurs des parents. Donc, c'est une maladie récessive, comme il expliquait. Il faut 2 parents porteurs, mais qui n'ont pas de signe de la maladie, donc ils ne savent pas qu'ils sont porteurs. Puis, ils ont 25 % de probabilité d'avoir un enfant qui est atteint. Donc, dans cette clinique-là, c'est un test de sang qui est fait pour savoir si les personnes sont porteuses. En principe, dans notre système de santé, je crois que les médecins ils sont supposés de savoir que si on a des gens de telle origine, on devrait, là, avant qu'il y ait des enfants, leur proposer de faire ce test-là. C'est dans
les pratiques de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada avec les généticiens, je pense. Mais c'est pas nécessairement fait. Ah non, c'est pas automatique. Le médecin n'a pas ce réflexe-là. Donc, d'avoir une femme noire enceinte et puis un enfant même qui se présente avec une crise de douleur, une infection, ils n'ont pas le réflexe à dire « Ah, ça peut être un anémie falciforme, on va faire ce test-là ». Un petit exemple facile, un enfant qui, après l'accouchement, Anna la Beige, se retrouve avec l'enfant est retourné, la mère retourne avec son enfant. 2 jours après, la température, ou bien une semaine après, il se retrouve à l'hôpital Anna la Beige avec une infection. Le médecin qui le voit à l'urgence ne va pas dire « Non. Ça se fait bien, en fait, on va faire le test et puis on transfère à Sainte-Justine. Non. Des fois, il le garde, il essaye d'intervenir avec des antibiotiques parce que ces enfants-là qui ont l'anémie falciforme résistent aux antibiotiques. Il faut trouver le bon antibiotique et le bon dosage. Des fois, on se retrouve avec un cas de mortalité à cause de ce réflexe que les médecins n'ont pas. Donc, le dépistage néonatal permet de suivre le bébé dès la naissance. Donc, ça améliore quand même la qualité de vie. Puis, les tests de portage chez les parents, bien, eux, en sachant qu'ils sont porteurs, bien là, ils ont une information pour décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Hein? Oui. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la salle? Oui, je vais juste ajouter une information par rapport aux statistiques. Il y a à peu près 300 000 naissances à travers le monde. 50% n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Donc, alors, ce n'est pas une maladie rare. Et selon l'OMS, l'anémie falciforme fait partie des 4 fléaux à travers le monde. Malaria, sida, tuberculose. Donc, ce n'est pas... non, c'est vrai, ce n'est pas une maladie rare. Chez la population québécoise, canadienne, française, puis c'est rare, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir. Hein? Il y en a, hein? Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas une maladie qui est rare à travers le monde. Est-ce qu'il y aurait des questions de la salle? Non. Quand vous parlez de les tests néonatals, c'est-tu les tests qu'on passe là, dans la couche ou c'est un test qui est passé d'emblée à l'hôpital à tous les Québécois, à tout le monde, peu importe la race? On le fait dans le cordon ombilical. Donc, alors, une prise de sang, soit au talon ou bien le cordon ombilical. Donc, alors, on fait une petite prise de sang et puis on le fait. Donc, alors, cette test s'appelle l'électrophorèse. Donc, pour... Mais c'est un test qui est passé à tout le monde, peu importe. À tout le monde, parce que sachant très bien qu'on peut se retrouver avec un cas, un porteur dans la communauté, dans la population québécoise, parce que il y a de mariages multiethniques là. Donc on le fait à tout le monde. Parce que l'avantage que ça fait, le gouvernement en a profité de l'anémie falciforme aussi pour réviser son programme de dépistage. Donc, présentement, on dépiste beaucoup plus de maladies, donc grâce à l'anémie falciforme. Donc, alors, vous voyez, il y avait une raison de se battre. C'est pas tout à fait vrai, je vais en parler plus tard. Oui, mais parce qu'on en fait tellement d'autres types de dépistage. Oui, mais on n'est pas rendu comme d'autres provinces du tout. Je vais en parler plus tard. Mais bravo à vous autres pour avoir eu ça. D'accord. Okay. Une autre question, une dernière? OK, c'est beau, on va passer... OK, merci. Merci. Donc, le prochain présentatrice et présentateur, c'est sur le dépistage des porteurs des maladies héritage juives ashkénazes. C'est Julie Christophe du Fonds des maladies génétiques juives de Montréal et Guillaume Sion, qui est conseiller en génétique à Centre de santé universitaire McGill. Je ne dis pas le nom comme il faut, mais à McGill. Et puis, ce qui est intéressant, là aussi, Julie et d'autres se sont battus pour avoir du dépistage dans leur communauté. Et puis, il y a eu un projet avec McGill pour aider à cela. Donc, c'est la flèche ici, puis this is a laser if you want to. Okay, merci. Merci à vous tous d'être venus. Comme Gail a dit, je m'appelle Julie Christophe et parmi les nombreux chapeaux que je porte, je préside le Fonds pour les maladies héréditaires juives de Montréal. Ce groupe est apparu il y a une dizaine d'années à peu près, a été créé pour nos batailles, tu sais, nos bas, pour sensibiliser aux maladies spécifiques à la population juive et pour améliorer l'accès aux tests et pour s'assurer que tout le monde a le choix. Et merci, bien sûr, aux gens de RKMU qui sont infatigables dans leurs efforts pour nous rassembler et sensibiliser les gens aux maladies orphelines. Do you want to introduce yourself?
Non, correct. Non, Gaëlle m'a déjà présenté, donc je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. OK. Nous avons très peu de temps pour vous donner un petit peu d'histoire et voulons aussi vous dire comment notre collaboration a mené à un modèle révolutionnaire de conduite conseil génétique en ligne. Cette méthode a littéralement réduit le temps d'attente pour passer le test à 0 pour ceux qui sont à l'aise avec le format en ligne, de près d'1 an avant pour voir un conseiller. Après, à peu près ça, hein? 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Un petit peu de mon histoire et mon témoignage. Comme beaucoup d'autres couples, mon mari et moi avons commencé une famille en 2004 avec un petit garçon en bonne santé. Son nom est Alexandre. Notre fille a suivi en 2007. Et elle a eu des complications médicales que nous avons découvertes par la suite. Ouais. Non. OK. Tout va bien. Qu'elle était atteinte, oui, je m'excuse, par dysautonomie familiale, familial dysautonomia. Alors, ça, c'est elle. Une personne sur 31 dont les ancêtres sont originaires de l'Europe centrale ou de l'Est oriental est touchée par dysautonomie familiale et une personne sur 10 sont porteurs de certaines mutations génétiques spécifiques à la population juive. Alors, c'est rare, mais maintenant, elle a 10 ans, elle est vraiment cute sur les journées qui vont bien, c'est pas toujours bien, mais nos vies sont soudainement devenues très, très compliquées et nous avons réalisé que peu de gens étaient conscients de ce qu'il y avait dans leurs gènes. Alors, je suis devenue impliquée. Nous sommes servis par de nombreuses organisations incroyables et nous sommes très reconnaissants. Nous avons commencé à faire des présentations avec tous nos collaborateurs, aux professionnels de la santé, au clergé, au CLSC, et à faire passer le message par la presse, comme vous voyez. Maintenant, pourquoi c'est très important d'être testé? Numéro 1, il y a des choix reproductifs. Alors, les tests permettent de repérer les options de reproduction dans la population à risque en détectant les porteurs avant que la vie reproductive commence. Alors, c'est un petit peu différent. C'est des maladies qui sont chroniques, fatales et vraiment changent la vie. Ils sont tous, ils changent la vie, mais vraiment, c'est quelque chose qui avance en progressif. Et chaque journée, il y a quelque chose qui la fait souffrir. Ces maladies, et nous en éprouvons une fois par jour, comme j'ai dit, ont un impact sur les personnes touchées, la famille et la communauté dans son ensemble. La fréquence. Les mutations sont relativement fréquentes dans la population juive. Et nous, on pense qu'il y a une possibilité d'extinction. Alors, avec les tests, le taux d'enfants nés avec cette condition a diminué de manière significative. Si toute la population est connaissante, il est possible qu'aucun autre enfant ne soit affecté. Contrairement à de nombreuses maladies, ce n'est pas randomisé, c'est quelque chose qu'on peut être connaissant. Et aussi, c'est très important parce qu'à un moment donné, il y avait des tests dans les écoles secondaires, mais seulement pour le Tay-Sachs, et ça n'arrive plus. Alors, un petit peu d'histoire, c'est quoi un effet fondateur? L'histoire commence il y a des siècles lorsque les communautés juives d'Europe centrale et de l'Est ont été réduites à un très petit nombre après des siècles de croissade et d'expulsion. En 1785, Catherine la Grande a restreint les Juifs à vivre dans les limites, dans une zone connue sous le nom du PAL, the Pale Settlement. À l'intérieur de ces limites, la population a augmenté, et certains traits génétiques, y compris certaines mutations, sont devenus plus fréquents à cette époque, car la population était restreinte géographiquement et aussi c'était restreint à qui on pourrait marier. Alors, au cours du 19e siècle, les conditions ont continué à se détériorer
détérioré et la population juive a augmenté avec les mauvaises perspectives et une violence croissante envers les Juifs. Les familles ont commencé à émigrer et les traites les accompagner. Alors, les familles des Juifs se sont déplacées principalement de l'Ouest vers l'Europe occidentale, et l'Amérique du Nord, en Palestine, et en Amérique du Sud, en particulièrement Argentine, et moins d'autres régions comme l'Afrique du Nord et du Sud ou l'Australie où ils ont trouvé travail, où ils avaient des liens. C'est très important parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est dans notre gène. Alors, il y a des gens juifs qui se reconnaissent comme des séfarades, qui viennent de Maroc, qui peut-être, ils ont des gènes de l'Europe de l'Est. Alors, c'est très important de savoir ça. Alors, l'histoire, c'est important. En tout cas, donc, ces mutations se cachent dans notre ADN, n'affectant pas le porteur, comme tu as dit, Gail, mais s'il est associé avec un autre porteur, moi et mon mari, de la même mutation, ça peut affecter un enfant 25% du temps. C'est là que les tests sont très nécessaires et toutes les collaborations et les batailles. Merci. Alors, donc, nous, au Centre universitaire de santé McGill, donc, on essaye de tester le plus de personnes possible. Je pense que ça va. Je pense que, bon, en tout cas. Oui, en tout cas. Puis, donc, et puis, on essaie de tester le plus de monde possible, le plus facilement possible. Donc, notre vision, c'est que qui devrait se faire tester? Donc, ce serait des personnes qui ont au moins un grand-parent d'origine juive ashkénaze, qui considèrent avoir des enfants. Donc, comme Julie disait, même s'ils n'ont pas de conjoints qui sont juifs ashkénazes, parce qu'on peut trouver des mutations dans des personnes qui ne sont pas de cette origine-là, ça peut être aussi offert à des parents, des personnes qui sont déjà parents, grands-parents, qui veulent savoir s'ils sont porteurs, savoir si d'autres personnes de leur famille pourraient être porteuses. Donc là, Dr Mélenchon parlait de ça un petit peu plus tôt ce matin. Donc là, vous avez une liste des conditions qui sont un petit peu plus fréquentes dans la population juive ashkénaze. Nous, en termes de tests là qu'on fait au CUSUM, donc c'est de tester les trois premières conditions, donc la maladie de Tay-Sachs, maladie de Canavan, puis la dysautonomie familiale. Puis la manière dont on le fait. Donc, notre collaboration entre le CUSUM puis la communauté juive de Montréal, ça date des années 70 en fait, donc ça fait plus de 40 ans maintenant. Au départ, ça se faisait dans les écoles secondaires, donc il y avait une très bonne accessibilité, on pouvait tester beaucoup de monde, c'était assez simple. Par contre, ça s'est arrêté en 2005 pour différents problèmes. C'était pas tous les étudiants, ça tu connais mieux que moi, mais c'est pas tous les étudiants juifs qui allaient dans des écoles juives nécessairement, donc on les rejoignait un petit peu moins bien. Puis on avait besoin de plus de personnes pour faire des prises de sang, ce qu'on n'avait pas nécessairement. Donc de 2005 à 2015, là, les personnes qui voulaient du dépistage venaient dans les hôpitaux directement pour se faire tester. Donc on rejoignait un petit peu moins bien la communauté. Et depuis 2015, donc là, on a une nouvelle façon de rejoindre la communauté qu'on espère qui va faire qu'on va dépister le plus de personnes possible avec un outil éducatif en ligne. Puis on voulait vous en parler un petit peu plus, parce qu'on pensait que ça pouvait être utile à d'autres communautés qui pouvaient se servir un peu du même modèle. Donc, ça, c'est notre outil éducatif en ligne qu'on utilise depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc, le principe, c'est que ce site Internet-là, il reprend un peu toutes les informations qui seraient données dans une session de conseil génétique au niveau de l'éducation qu'on fait aux patients. Donc, quelles conditions sont dépistées, comment elles sont transmises, quels sont les risques. Puis, le principe, c'est que quand quelqu'un veut se faire dépister, au lieu qu'il prenne rendez-vous, qu'il soit sur une liste d'attente pendant plusieurs mois chez nous, on leur envoie directement l'adresse du site Internet. Ils s'informent à la maison où ils veulent, tout seuls. Quand ils ont terminé de passer au travers du site, ils nous envoient un courriel. Là, on leur renvoie une réquisition pour faire une prise de sang et ils vont faire leur prise de sang. Donc, c'est beaucoup plus simple, l'accessibilité est beaucoup facilitée. Donc c'est ça, donc on les rejoint beaucoup mieux. Donc on a testé, donc avant de le mettre en pratique, on a testé ce site-là, donc juste pour vous dire un petit peu comment on a vérifié que c'était acceptable pour le mettre en place. Donc grâce à Julie, on a recruté pas mal de monde pour tester ce site-là, pour faire une étude pilote.
Donc on a réparti les personnes en 2 groupes. Il y en a qui sont passés par le site internet, d'autres qui étaient vus en personne. On leur a fait remplir des questionnaires avant qu'ils passent par le site internet ou qu'ils soient vus en personne. Et après, on a comparé un peu les 2 groupes, puis on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de différence d'accroissement des connaissances entre les 2 groupes. Donc on a pensé que c'était suffisamment efficace, donc on l'a mis en pratique. Et puis, donc, ce que ça a fait, c'est que donc, Julie disait qu'il y avait à peu près, avant 2015, on était à peu près 3 à 6 mois. Ça pouvait être plus long que ça, mais en tout cas, on va dire 3 à 6 mois, là. Puis après, ça prenait à peu près 2 mois pour avoir des résultats de tests. Donc, pour avoir un test de dépistage quand même qui est assez simple, au fond, ça pouvait prendre quand même de nombreux mois. Puis maintenant, donc, quand quelqu'un nous envoie une demande de dépistage, soit on lui envoie soit la même journée, en fait, l'adresse du site internet ou après quelques jours. Donc, il y a vraiment tout un délai de 3 à 6 mois qui est complètement éliminé. Notre temps de travail aussi est diminué aussi, donc ça nous donne plus d'opportunités pour voir d'autres patients dans la clinique. Puis après, bon, il y a toujours 2 mois d'attente pour avoir les résultats qui se réduit en fait dernièrement. C'est plus 1 mois maintenant en fait. Donc ça a beaucoup facilité l'accessibilité. Puis on pense que ça pourrait être utile pour d'autres types de dépistage de porteurs dans d'autres communautés. Donc en termes de développement futur, donc évidemment, avec Julie, on continue de travailler pour rejoindre le plus de personnes possible, pour dépister le plus de monde possible. Puis avec l'amélioration des technologies, là, on va essayer d'améliorer le panel de conditions qui est dépisté dans cette communauté-là. Donc voilà, et puis donc il y a pas mal de monde qui a travaillé sur le site d'éducation en ligne, donc, et puis surtout des étudiantes en conseil génétique. 3 étudiantes en conseil génétique ont travaillé là-dessus à travers les années. Donc si elles n'avaient pas été là, ça aurait été beaucoup plus long. Donc merci en particulier. Voilà, merci. Des questions? Oui. Juste en attendant, en fait, vous avez dit Montréal, mais ça pourrait être des personnes de travers le Québec, là, parce que c'est web-based et c'est sur Internet. Puis, mais la plupart de la population habite à Montréal, mais oui. Il y en a à l'extérieur aussi. Alors, sûrement, ça aide beaucoup à l'accessibilité d'avoir le site web. Comme ça, tout le monde peut être... C'est la prise de sang, qui pose problème. Ouais. Il faut qu'elle soit faite dans un hôpital spécifique pour l'instant. OK. Un peu de question. Comment vous avez choisi les 3 maladies entre la liste que vous avez? Puis, est-ce que vous planifiez pour augmenter le nombre de maladies dans votre dépistage? Bon, c'est pas nous qui avons choisi les 3 maladies. Ça fait partie des recommandations canadiennes, en fait. Les mêmes recommandations canadiennes dont Gail parlait, là, la Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada, donc c'est ça. Étendre le panel, là, c'est pas clair encore. On va travailler avec le laboratoire de moléculaire, là, pour... c'est pas encore clair comment et quand le choix va se faire, là. Ouais. Mais aussi, il y a des compagnies privées qui offrent le service. Aussi, c'est un coût, mais il y a des panneaux beaucoup plus expandés. Autre question? OK, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai des affiches si quelqu'un veut plus d'informations. Ça, c'est notre site web et a beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup. Alors, la prochaine conférencière, c'est Mme Annie Chamberlain de CORAM, qui est la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires, donc qui travaille aussi depuis aussi longtemps, mais sur les maladies de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, mon Dieu, j'avais oublié de mettre ton nom sur le programme. Je vois pas ton nom, il a été coupé. Excusez-moi. Donc, Annie Chamberlain, qui est professionnelle de... Oui, professionnelle scientifique à CORAM. C'est la flèche ici, puis laser, ça. Parfait.
Donc, parfait. Aujourd'hui, dans le cadre de notre présentation, on va faire un peu l'historique, en fait, de la mise en place de ces tests de porteurs-là pour les maladies héréditaires récessives qui sont fréquentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui sont des maladies rares, en fait, ailleurs au Québec et au Canada et dans le monde aussi. Donc, premièrement, pour vous mettre en contexte, je vais vous présenter notre organisme qui a été fondé en 1980 pour comprendre comment Coram est impliqué dans la mise en place de cette offre de tests de porteurs-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Naître ici. Hériter du bagage génétique de nos parents. Voir vivre. Voir aimer. S'unir. Informer sur les réalités des maladies héréditaires. Comprendre pour mieux choisir. Soutenir la recherche. Éduquer. Sensibiliser. Prévenir. Donc, ça fait près de 40 ans que Coram sensibilise, informe la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean à propos de la réalité des maladies héréditaires qui sont fréquentes dans notre région. Vous avez ici les taux de porteurs des 5 maladies les plus fréquentes dans notre région, donc l'acidose lactique, la neuropathie sensivomotrice, la taxie spastique de Charlevoix-Saguenay, la tyrosinémie de type 1 et la fibrose kystique. Si on combine ces 5 taux de porteurs, ça fait qu'une personne sur 4 a la probabilité d'être porteuse de l'une des 5 maladies dans notre région. Donc, ça fait 25 % de la population qui est porteuse. Évidemment, ce n'est pas des personnes atteintes. Vous l'avez vu dans les présentations précédentes, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, mais c'est quand même 25 % de la population et 2 porteurs de la même maladie ont 25 % de risque d'avoir un enfant atteint. Donc, le portrait génétique, à lui seul, justifie en fait la présence de Coram dans la région. Évidemment, pour faire des tests de porteurs, il fallait connaître ces gènes-là qui impliquaient la présence de ces maladies-là dans notre région. Le premier qui a été découvert a été en 1989 pour la fibrose kystique et est venu par la suite le gène de la tyrosinémie en 1993. Début des années 2000, pour les 3 maladies, ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay, neuropathie et acidose lactique. Vous voyez que c'est quand même récent dans l'histoire de la recherche, la découverte de ces gènes-là. Avant ça, on ne pouvait pas faire de test de porteur pour savoir si une personne était porteuse ou non de ces maladies-là. Mais en 2005, il a été possible de faire du dépistage individuel pour ces 5 maladies héréditaires-là en même temps. Mais par contre, il fallait avoir une historique familiale. Donc, un individu qui arrivait, qui avait soit un enfant atteint d'une maladie héréditaire ou un oncle, une cousine, peu importe, avait accès, et sa famille avait accès aux tests de porteur pour ces 5 maladies-là. On le faisait par le biais du conseil génétique. Mais là, il y a plusieurs personnes dans la région qui ont dit oui, mais nous, on a eu un enfant atteint, mais il n'y avait pas d'historique familial. On ne savait pas qu'on pouvait être porteur, qu'on avait des risques d'avoir des enfants atteints. Donc, il y a les associations qui se sont rassemblées, entre autres Pierre Lavoie, que vous connaissez aussi avec le grand défi Pierre Lavoie. Lui, il a eu 2 enfants atteints d'acidose lactique et il ne savait pas qu'il y avait des risques d'avoir des enfants atteints. Donc là, ils ont milité pour dire, est-ce que la population complète du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra avoir accès à ces tests-là? Ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'on voulait voir s'il y avait une ouverture de la population. Oui, il y a certaines personnes qui étaient intéressées de le faire passer, mais est-ce que la population est ouverte à ces tests-là? Il y a le groupe ECOB, situé au Cégep de Jonquière, qui a réalisé en 2000, 2004 et 2007 des enquêtes de santé, donc posant plusieurs questions sur les connaissances en génétique de la population. Et avec la sensibilisation, l'éducation de Coram depuis plusieurs années et l'implication de Pierre Lavoie, qui était porte-parole de Coram à l'époque et qui fait encore du travail pour les maladies héréditaires rares, les résultats ont dévoilé que 92 % de la population était favorable à une offre de tests de porteurs. Donc, la population était prête à ce que ça soit disponible pour tous, cette offre de tests de porteurs-là. Évidemment, il a fallu qu'il y ait des balises éthiques qui soient établies. Donc, il y a un comité d'éthique qui s'est penché sur le sujet pour savoir comment
encadrer cette offre de tests de porteurs-là pour la région. Donc ça a été fait en janvier 2007. Et enfin, en juillet 2007, on avait notre première annonce gouvernementale après près de 10 ans de représentation politique, dont Coram faisait partie, et l'Association des personnes atteintes des maladies que je vous ai parlé précédemment. Donc, le gouvernement a décidé de financer un projet pilote pour une offre de tests de porteurs pour la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais comme on disait dans les présentations précédentes, c'était juste le début, hein? C'était une annonce, c'était pas en place encore. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le laboratoire de biologie moléculaire, génétique et médicale à Saguenay ont décidé, OK, nous, on va mettre sur pied là, un test qui va être efficace, rapide, pas coûteux, puis on va être capable de faire rapidement ces tests de porteurs-là. Le gouvernement, malheureusement, a décidé d'exclure la fibrose kystique de ce panel de tests-là. Donc, il y avait juste les 4 autres maladies que je vous ai présentées tantôt qui allaient être inclus là-dedans. Mais c'était une méthode qui était rendue rapide et peu coûteuse pour le gouvernement. Donc, ça, c'était en place. On avait l'éthique, on avait la génétique qui était en place. Enfin, finalement, plus de 10 ans après représentation par-dessus représentation, avec le rapport éthique et la mise en place d'un test efficace, le gouvernement a mis en place en novembre 2010 le projet pilote d'offre de tests génétiques pour 4 maladies héréditaires fréquentes dans notre région. Donc, à partir de ce moment-là, toute personne âgée de 18 ans et plus ou les femmes enceintes de moins de 14 semaines pouvaient aller passer les tests de porteurs. Par contre, on devait résider au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on devait avoir au moins un grand-parent qui était originaire de la région, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord. C'était les critères d'inclusion pour participer au test de porteur. Puis en fait, le test de porteur, c'était pas compliqué. C'est une petite piqûre sur le bout du doigt, ça donne quelques gouttes de sang. 2 semaines après, les individus avaient leur statut de porteur dans une lettre ou étaient référents au conseil génétique s'ils étaient déclarés porteurs de l'une ou l'autre de ces maladies-là. Évidemment, là, oui, on avait enfin nos tests de porteurs, qu'on avait milité puis qu'on avait travaillé fort, mais on voulait que les gens se déplacent, on voulait que les gens soient au courant. Le ministère de la Santé, lui, c'était pas une campagne anti-tabac, comme on dit, hein? Fait que c'était pas sa priorité pour diffuser l'information. Donc, nous, Coram, on a décidé qu'on voulait que les gens se déplacent, que ça soit une réussite, ce projet pilote-là, parce que les gens étaient favorables, donc on voulait qu'ils soient au courant. Donc, nous, dans notre mission d'information, on a réalisé des campagnes grand public sur différentes plateformes et je vous présente 2 extraits faits en 2011 et 2014 pour informer la population sur l'existence de ces tests-là. Je suis porteuse. Je suis porteuse du gène de la tyrosinine, du gène de la neuropathie sensitivo-motrice. Et vous? Si vous et votre conjoint êtes porteurs du même gène défectueux, vous avez un risque de 1 sur 4 d'avoir un enfant atteint. Il existe un test pour savoir si vous êtes porteur. Donc, suite à cette campagne-là, les gens pensaient que c'était Coram qui passait les tests, mais non, c'est le ministère de la Santé quand même qui était responsable de ces tests-là, mais ils appelaient quand même les tests de Coram. Nous, en fait, on était la voie pour faire diriger les gens pour aller passer les tests. Je vous présente celle de 2014. David a reçu de son père le gène défectueux responsable de l'acidose lactique. Si sa conjointe Myriam a le même gène défectueux que lui, le couple présente un risque de 1 sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant atteint de cette maladie. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une personne sur 23 est porteuse de l'acidose lactique. Il existe un test pour savoir si vous êtes porteur. Donc, c'est le genre de campagne qu'on a fait pendant plusieurs années, autant sur carton, sur les médias sociaux qu'à la télévision, pour que les gens se déplacent. Et en fait, les gens avaient 2 ans. Le ministère avait donné un projet pilote d'une durée de 2 ans. Donc, il fallait que les gens se déplacent le plus possible dans ces 2 ans-là. Suite à les 2 premières années du projet pilote, le groupe ECOB, encore une fois, a décidé de faire une enquête populationnelle pour voir l'opinion des gens par rapport à la mise en place de ce projet-là. Et ils ont dévoilé que le niveau de connaissance en génétique et l'acceptabilité sociale face à ces tests-là, bien, se consolidait. En fait, c'était bon avant, mais c'était encore meilleur depuis la mise en place de ce projet-là. Donc, nous, on était très contents de ces résultats-là. En parallèle, le ministère de la Santé, lui aussi, a voulu faire l'évaluation de son projet pilote et il a mandaté l'INSPQ. En 2014, le rapport est sorti et il y avait 99 des répondants qui estimaient qu'ils se prévaudraient à nouveau des tests
des porteurs, peu importe qu'ils soient trouvés porteurs ou non. Donc, l'expérience avait été positive et il referait l'expérience si besoin il y a. L'ensemble du rapport était très positif pour le projet pilote. Donc, nous, on était très contents de ce rapport-là. Puis, en plus, il disait que le niveau de sensibilisation était relativement élevé en regard des maladies héréditaires qui étaient présentes dans notre région. Et ça, c'était en grande partie grâce aux groupes communautaires et aux associations comme Coram, donc qui sensibilisaient et qui informaient la population en lien avec ça. Donc, en étant plus informés, plus concernés, mais les gens prenaient des décisions éclairées et en planification familiale décidaient d'aller passer les tests de porteurs. Depuis 2010, c'est encore un projet pilote, donc il n'a pas duré seulement 2 ans, et on est rendu à 7 ans d'existence cette année. Il y a 12 822 personnes qui ont passé le test. On estime qu'il y a à peu près 95 000 personnes dans la région qui sont entre 18 et 45 ans. Il y en a à peu près la moitié qui ont déjà leur famille. Donc, on est rendu à plus de 25 de la population cible qui ont déjà passé les tests de porteurs. Donc, nous, on trouve que c'est excellent. Mais on trouve que c'est pas assez parce que c'est seulement les gens originaires de la région qui, pas justement originaires, mais il faut qu'ils habitent actuellement dans la région pour pouvoir passer les tests. Mais là, il y en a qui restent à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal, des gens originaires de la région. Il y en a partout au Québec. Parmi ces 12 000 personnes-là, il y a 66 couples qui ont été trouvés porteurs de la même maladie. Vous avez ici le décompte, 11 pour l'acidose lactique, 12 pour la neuropathie, 22 pour l'ataxie et 21 pour la tyrosinémie. Donc, on avait déjà une hypothèse qu'une personne sur 5 était porteuse, une personne sur 4 était porteuse de l'une des 5 maladies. Mais encore là, si on prend juste ces 4 maladies-là, c'est quand même une personne sur 5 qui est porteuse de l'une de ces 4 maladies héréditaires récessives-là. Donc, on reste encore dans la même proportion. Donc, ce que Coram souhaite pour 2018, c'est une annonce gouvernementale pour qu'enfin ce projet pilote-là, après 7 ans, devienne un programme qui, je veux dire, il a fait ses preuves, les gens se déplacent. Donc, on veut qu'il devienne un programme, mais en élargissant l'accès à toutes les personnes originaires de la région, mais qui demeurent à l'extérieur, donc ailleurs au Québec. Et aussi inclure d'autres maladies héréditaires. Même le laboratoire dit que ça serait facile, on peut inclure pas seulement 4 maladies, parce qu'il y en a d'autres qui sont fréquentes dans la région de Saint-Lac-Saint-Jean. Donc, on voudrait inclure à nouveau la fibrose kystique, qui est très fréquente dans notre région, mais aussi la cystinose, la mycolipidose de type 2, le Zellweger, la trénésie intestinale multiple et le défaut congénital de glycosylation 1B. Donc, ça serait facilement, on pourrait facilement les inclure. Donc, nous, on continue à faire notre travail de représentation politique encore une fois, puis on espère qu'éventuellement, ça devienne un programme dans les prochains mois. Mes collègues vont vous distribuer un peu la présentation que je vous ai faite, étant donné qu'il y avait beaucoup d'informations, si jamais ça vous intéresse. Puis, je suis disponible pour les questions. Merci. Toujours de beaux outils de sensibilisation. Merci. Question? Puis il va y avoir ici. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des lobbyistes ou des organisations qui vous mettent des bâtons dans les roues pour expliquer le nombre d'années que vous avez pris pour instaurer ça? Oui et non. En fait, il y a eu beaucoup Au niveau éthique, ça a été long quand même, puis le travail de longue haleine qui était là, mais on appelle ça des maladies rares, hein? Donc, c'était pas des maladies fréquentes, donc il fallait débattre notre point comme de quoi, que oui, c'est des maladies rares, mais ici, c'est fréquent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de représentations politiques là, à travers les années là, qui ont été faites, pas seulement par Coram, mais par toutes les associations de ces personnes, de ces associations de personnes atteintes-là aussi. Là. OK. Mais c'est oui, puis c'est non. Oui, c'est ça. Aussi, ça a eu un crunch au niveau éthique aussi. À un moment donné, là, il a fallu montrer que les balises soient établies aussi. Puis là, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend plusieurs années puis, à faire. Donc, on était consultés, mais on n'était pas nécessairement dans ceux qui réalisaient tout ça non plus. Moi, j'avais une autre question. Je me demandais pourquoi la fibrose kystique avait été retirée du test préalable. Oui. En fait, la fibrose kystique est une maladie qui est compliquée parce qu'elle n'a pas juste une ou deux mutations qui expliquent, qui dit que vous savez la maladie, pardon. Donc, il y a plusieurs centaines de mutations. Donc, ça devenait compliqué pour le test diagnostic. Puis, aussi, au niveau éthique, vous l'avez vu tantôt, la fibrose kystique est fréquente ailleurs
au Québec et au Canada. Donc là, le gouvernement était un peu frileux en voulant dire pourquoi juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il serait qu'ils sont porteurs, puis pas ailleurs au Québec, au Canada. Donc là, c'est pour ça que d'emblée, il l'avait pas inclus dans la première phase, mais nous, on dit, dans le fond, si ça s'étend au reste du Québec, pourquoi pas l'inclure à ce moment-là? C'est pour ça qu'on aimerait... c'est une personne sur 15 qui est porteuse, c'est une des maladies les plus fréquentes. Donc, nous autres, dès le départ, on aurait voulu, et surtout l'Association de la fibrose kystique continue à militer aussi pourquoi que cette maladie-là n'est pas incluse, mais c'est un peu à cause de ça. OK, merci. OK. Bon, merci. On va passer... Là, on va faire un vote parce qu'on est en retard, 12h30. Peut-être que vous avez faim. Moi, je vais faire une courte présentation sur tous les autres tests de dépistage de nouveau-nés. Est-ce que vous voulez manger tout de suite? Je la fais après ou je la fais, puis... levez vos mains. Qui veut manger tout de suite? Toi, tu veux manger tout de suite? T'es toute seule. Tu peux aller manger, Caroline. J'essaie de faire ça vite. Bon. Alors, Wilson, il y avait raison que Wilson, ça a été pour l'Association de l'anémie falciforme, la première association, quoi qu'il y avait aussi la communauté juive, qui se battait, parce que les autres dépistages au Québec, ça a commencé dans les années 70. Dr. Serge Melançon a dû être impliqué d'ailleurs là-dedans. Hein? Donc, tu avais raison là, que vous avez été dans les premiers, pourquoi je disais non, c'est qu'on n'a pas beaucoup augmenté le nombre de maladies qu'on dépiste bien quand même au Québec. Plus la politique. Oui. Donc, on a un programme de dépistage sanguin et urinaire depuis les années 70. Il y a donc le prélèvement sanguin. Pour répondre à la question aussi là, de Guylaine tantôt, ça se fait dans les 2 premiers jours de vie là, à l'hôpital, un prélèvement de quelques gouttes de sang sur le talon du bébé, ou soit donc à l'hôpital par une infirmière ou un centre de naissance par la sage-femme. Et un prélèvement d'urine que les parents font dans la couche du bébé à 21 jours de vie. C'est envoyé par la poste. C'est séché. En tout cas, il y a une procédure qui est donnée aux parents, là, puis c'est envoyé par la poste. Le dépistage sanguin, ça, depuis toujours, c'est fait dans des laboratoires à Québec et le dépistage urinaire à Sherbrooke. Alors, ça... c'est les maladies qu'on dit qu'on dépiste là, sur le site officiel du ministère de la Santé. Depuis les années 70, c'est la première maladie d'ailleurs qui a été dépistée à travers le monde là, chez les nouveau-nés, la phénylcytinurie. On fait aussi l'hypothyroïdie congénitale, la tyrosinémie de type 1. Donc, c'était les 3, en fait, qui étaient dépistés là, depuis longtemps. Et pourquoi on dépiste, là, c'est comme je disais tantôt pour l'anémie falciforme, c'est parce qu'on a des traitements qu'on peut. C'est pour ça qu'on dépiste. On ne dépisterait pas... habituellement, on ne dépiste pas quelque chose pour lequel on ne peut rien faire, là, donc il y a des traitements. Pour le volet urinaire, il y a toutes ces maladies-là. Mais c'est là que, oui, j'oubliais aussi. Donc, les syndromes drépanocytaires majeurs. La drépanocytose, c'est le terme qu'on utilise surtout en France pour l'anémie falciforme. Fait que ça, c'est l'anémie falciforme. Et puis, le déficit en acylcoenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, qu'on va peut-être dire MCAD à la place. Celui-là, ça fait à peine 2-3 ans que ça a été ajouté. Dans le volet urinaire, qui existe aussi depuis les années 70, on dit qu'on dépiste toutes ces maladies, sauf que c'est fait par une méthode qui est ancienne,
qui n'est plus utilisé, qui d'ailleurs n'était plus utilisé à travers le monde dans les années 80, mais on a persisté à faire ça au Québec. On a pu dépister quelques bébés, mais ça a été évalué, puis c'est une méthode désuète, puis qui n'est pas très efficace. Et puis, mais on continue de le faire parce qu'on n'a pas encore le dépistage par la nouvelle technologie. Donc, en fait, nous aussi, on a commencé le Regroupement québécois des maladies orphelines à faire des représentations dès notre fondation en 2010 auprès du Dr Bolduc à l'époque pour dire qu'il faut avoir un programme moderne de dépistage. C'est que toutes les autres provinces au Canada utilisaient la nouvelle technologie, presque toutes l'implantaient. C'est la spectrométrie de masse en tandem. Qui est beaucoup plus efficace pour dépister. Et donc, on a demandé que l'implantation, des médecins aussi, là, militaient pour ça. Et donc, il y a un comité qui a été mis. Dr Bolduc a répondu à notre appel en faisant mettre un comité à l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et un comité s'est mis sur pied, dont avec un parent. Brenda était sur ce comité-là, d'autres professionnels de la santé, des médecins généticiens, moi-même qui représentais le regroupement, infirmières, diététistes. Et il y a eu des recommandations. En fait, on a évalué un travail pendant 6 mois, ce comité-là, puis on a évalué cette vingtaine de maladies. Je ne vous lirai pas tous les noms, je vous laisse. Et c'est un rapport, là, j'ai mis les sources aussi que vous pouvez trouver là, sur Internet, c'est public. Et on a évalué ces maladies-là. Puis on a fait tout le travail d'évaluation, mais c'est déjà des maladies qui étaient dépistées depuis déjà des années en Ontario par cette technologie-là, qui était aussi, la plupart étaient faits aussi, étaient rendus aussi dans le dépistage des autres provinces. Mais nous, on ne l'avait toujours pas et il fallait faire notre propre évaluation. Alors, c'est correct, mais fait que la recommandation ici, c'était d'élargir. Cependant, à cause des manques de ressources, là, parce que c'est beaucoup les médecins généticiens qui s'occupent de ces maladies-là, on a recommandé qu'il soit fait en vagues de façon progressive, en 3 vagues. Alors, c'est les maladies qu'on distribuait de cette façon-là. Suite à l'évaluation, on a regardé la prévalence, la sévérité, la réponse au traitement, là, puis on a divisé ça en 3 vagues comme ça. Et puis, de faire aussi la biotinase et la galité en même temps, parce qu'on pouvait les faire en même temps que d'autres maladies. Alors, ça, c'est la recommandation le rapport a été déposé en 2013. Et, je ne sais pas, je l'ai mis là. OK. Donc, en 2013, et depuis ce temps-là, on fait des représentations pour que ça soit instauré. Parce que la spectrométrie de masse, donc, a été mis en fonction pour le fameux MCAD. Puis, faire une maladie sur la même goutte de sang, là, on ne reprend pas d'autres sang, une goutte de sang, faire une maladie ou en faire 20, c'est pas beaucoup plus coûteux. Ça se fait en même temps. Les analyses se font. Donc, on se bat pour ça. Il y a la question quand même d'y mettre l'argent puis les ressources. Alors, donc, on est rendu presque en 2018 et j'ai quand même communiqué avec les responsables du programme à Québec et ils ont eu officieusement un budget, c'est-à-dire qu'on leur a dit officieusement qu'il y aurait un budget pour faire, même pas toutes les maladies de la première vague, mais quelques maladies dans la première vague. Fait qu'on est vraiment en retard là, sur toutes les autres provinces. Ça, c'est dans le rapport où on a regardé le nombre de décès par ces maladies-là. Puis, on a eu des commentaires. Vous savez, on dit, là, c'est pas beaucoup
Donc, pourquoi dépister, mettre de l'argent là-dedans? Hein? Juste combien, là? Une vingtaine de bébés qui sont décédés, là, c'est rien dans notre population. Fait que ça, c'est l'attitude souvent pour les maladies rares. C'est, hein, dans notre système de santé, c'est évidemment le plus pour le plus grand nombre, mais on pense qu'il faut une équité aussi. Là. Les personnes avec les maladies rares, les parents, ils ont le droit de ne pas perdre leurs enfants, hein, aussi. Mais c'est des commentaires qu'on a entendus. Donc, on attend toujours là, cet élargissement du programme. En juin, il y a eu l'annonce pour la fibrose kystique. Fibrose kystique aussi qui est dépistée en Ontario depuis un bon bout de temps, dans d'autres pays depuis un bon bout de temps, mais là, ça a été avec encore l'association et des médecins pneumologues aussi qui se sont battus. Enfin, ça a été annoncé en juin. Juste pour vous donner une idée, donc, en Ontario sont rendues une trentaine de maladies, dont toutes les maladies métaboliques dont je viens de lister, mais depuis de nombreuses années, puis avec la nouvelle technologie, eux, ils ont un programme génial en Ontario. C'est une conseillère en génétique aussi qui y travaille. Ils ont un bon système d'information pour les parents. C'est vraiment un beau programme, c'est un modèle. Ils font aussi les cardiomyopathies congénitales. Donc, c'est-à-dire chez le bébé, ce n'est pas un test, là, mais des examens à la naissance pour voir s'il y a une cardiomyopathie. L'hyperplasie congénitale et surrénale, je pense que la PIC, l'association, le sait peut-être, là, mais ils font aussi un des syndromes d'immunodéficience qui est le SCID combiné, ça aussi depuis quelques années. Donc, c'est le nombre de maladies. Puis, dans les autres provinces, ils font pas mal toutes les maladies métaboliques, pas nécessairement les cardiomyopathies ou le SCID, mais c'est l'Ontario qui est toujours plus d'avance. Aux États-Unis, pour vous donner une idée, c'est le Baby's First Test qui appelle ça. Et puis, eux, ils ont un panel de base de 34 maladies et puis presque 30 autres là, qui peuvent faire secondairement, qui trouvent secondairement. Mais ça varie d'État en État. Donc, quelqu'un qui habite aux États-Unis peut voir dans leur État quelles maladies sont dépistées. Mais les 34 de base sont faits, puis après ça, il y en a qui peuvent être ajoutés. Aux États-Unis, ils sont rendus à faire des maladies comme des maladies lysosomiales, là, comme le crabé, des maladies pour lesquelles il y a des traitements, mais ce n'est pas des traitements de diète, là, comme les maladies métaboliques, ou ça peut être des traitements comme des greffes de moelle ou des choses comme ça, des maladies beaucoup plus sévères, et même sont rendus à faire des maladies où il n'y a pas nécessairement de traitement, mais qui a un suivi, même des maladies neuromusculaires. Voilà. Donc, c'est ça pour notre dépistage au Québec qui est encore en retard. On va continuer, nous aussi, notre bataille comme les autres associations. Dernière chose que je veux dire avant de continuer, en fait, ça va introduire à la dernière présentation après le dîner, c'est que là, on a eu des présentations, puis je suis bien contente d'avoir eu les associations. Puis on dirait que c'est par ethnie et géographie, là, parce que ça a été longtemps comme ça, les dépistages, hein, parce que certaines ethnies ou populations géographiques ont des maladies fréquentes. Mais en fait, avec les technologies aujourd'hui, on devrait dépasser ça, que ce soit par ethnie. Il y a de plus en plus de tests de porteurs qui sont développés qu'ils pourraient être offerts à toute la population. Et d'ailleurs, quand il y a des dernières études qui ont été faites là-dessus, Nathalie, elle va peut-être nous présenter ça, qui montrent que même soit des personnes avec certaines ethnies n'avaient pas été dépistées dans le système, ou des personnes aussi avec mettons, les Canadiens français, on trouve des maladies qui sont dans d'autres ethnies, donc pour lesquelles ne sont pas dépistées selon nos protocoles dans le système de santé, puis on peut trouver un pourcentage quand même assez élevé. Pour l'instant, ces tests-là sont dans le privé,
Puis, idéalement, ça devrait être offert public. Puis, nous, RQMO, on veut en parler de ces tests-là, puis on ne parle pas tellement en termes de prévention, mais en termes d'information. On pense que tous les couples qui pensent à avoir des enfants devraient pouvoir savoir de quoi ils sont porteurs, mais après, ce qu'ils font avec cette information-là, c'est leur choix personnel. S'ils veulent, ils vont aller pour les tests. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas. Fait que, mais juste pour introduire que ça ne veut pas dire ce qu'on vient de voir, ça ne sert à rien. Pour l'instant, c'est le modèle, mais idéalement, en tout cas moi, ma vision, c'est que avec les technologies, on peut dépister plein de maladies chez des adultes avant qu'il y ait des enfants, puis c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font avec. Merci. Fait qu'on va raccourcir le dîner, si ça ne vous dérange pas d'avoir un dîner d'une demi-heure. Et puis on revient donc à 1h10. Merci beaucoup.